Merci beaucoup d'André. J'ai entendu plusieurs fois, mais je ne pensais pas qu'on aurait une super séance de stand-up. Ok, donc des questions? J'ai une question. Vous n'avez pas parlé beaucoup de tout ce qui est chirurgie, et l'anatomie interne, et les Grecs, et les gens avant eux, les Américains, se battent, se couper en morceaux. Quand est-ce qu'on commence à savoir que le cœur fait le sang? Très bonne question. Très bonne. Au départ, on n'a pas tellement besoin de savoir ça. Pourquoi? Parce que je vous ai raconté tout à l'heure la théorie des humeurs. C'est-à-dire ce qu'a décrit Hippocrate. Donc, on explique tout en fonction du déséquilibre des humeurs. Oui, mais pour expliquer les choses, les médecins jusqu'au XVIIe siècle, ils n'ont pas tellement besoin de connaître l'anatomie, puisque la théorie des humeurs ne fait pas appel à l'anatomie. Donc, ceux qui sont intéressés par l'anatomie, ce sont les premiers chirurgiens. Et ces premiers chirurgiens, il y en a quelques-uns au XIVe siècle, mais il y en a surtout au XVIe siècle. Et là, il y a une lumière qui naît. Il y a une lumière. Il s'appelle Vézal. Vézal, c'est l'homme qui fait l'anatomie. C'est l'homme qui dissèque. C'est l'homme qui va, quand il va se trouver à Padoue, dans le plus grand centre du monde de l'époque, c'est le Harvard de l'époque, hein, Padoue. Padoue, eh bien, il dissèque tous les jours. Il va voir le podestat de Padoue et il lui dit vous pouvez me rendre un grand service, j'ai besoin d'un cadavre par semaine. Et l'autre lui dit pas de problème, je vais demander au juge de condamner à mort quelqu'un une fois par semaine. Et comme ça, donc, il a des cadavres et il dissèque les cadavres. Et comme il est très précis, et il comprend une autre chose très importante en anatomie, c'est que pour comprendre l'anatomie, pour la retenir, il faut nommer. C'est-à-dire, il y a le col du fémur, il y a la tête du fémur, il y a le trochanter, il y a le fût diaphysaire. Il faut donner des noms à tout. Si on simplement fait un dessin, comme faisait un autre grand anatomiste de l'époque qui s'appelle Léonard de Vinci, mais si on ne met pas de nom, on ne fait pas une science, on ne fait pas de l'abstraction. Vézal fait de l'abstraction. Et alors, en plus, il rencontre un pote de chez lui, puisqu'il est bruxellois, Vézal, et qui s'appelle Van Calcar, qui est l'élève du Titien, le grand peintre de Venise. Et avec Van Calcar, ils vont faire des planches d'anatomie absolument extraordinaires. Parce que Van Calcar, il était exact dans son dessin, très exact. Il y a Vézal qui est à côté de lui. Là, tu es pas comme ça, il faut que tu dessines comme ça, qui est très précis. Mais il ne peut pas s'empêcher de les mettre dans des situations qui sont des situations un peu romanesques, comme à l'époque. Par exemple, le squelette, il est comme ça. Celui qui, pour montrer les muscles, il fait un écorché à la lumière. Alors le gars, l'écorché a un couteau, et il montre sa peau d'un côté, et il montre tous ses muscles de l'autre. Regardez-la, c'est en vision directe, hein, sur Internet, hein, vous allez voir le fameux livre qui s'appelle La Fabrica, le livre de Vézal, vous allez voir les planches de Vézal, mais il y en a une centaine, hein, c'est une merveille, Elles sont précision. En dehors d'Internet, elles sont où? Elles sont à Padoue? Alors, non, il y en a à Paris. Il y en a dans plusieurs villes d'Europe. À Padoue, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a plusieurs villes d'Europe. Il y a les exemplaires de la Fabrica. Et il y a les deux éditions. Une édition en 1553 et une en 1555. Donc, il y a eu deux éditions. Où il corrige sans arrêt des petites erreurs qu'il avait laissées dans la première édition. Donc voilà, j'ai répondu à votre question. À partir de Vézal, l'anatomie va exister et les chirurgiens vont pouvoir enfin savoir, quand ils opèrent, savoir ce qu'ils trouvent finalement. Avant, on ne sait pas. C'était très malvenu en fait de disséquer autre. Alors, c'est malvenu. D'abord parce que... Pas pour les chirurgiens, mais pour les gens de la population. Ah oui, pour les gens de la population. Pratiquement, ils se cachaient. Oui, bien sûr. C'est considéré vraiment comme... Il ne faut pas faire ça. L'Église, on a souvent accusé l'Église d'avoir interdit les sections. J'ai fait une recherche là-dessus, c'est pas vrai. L'Église ne s'est pas opposée à cela. C'est même elle qui a demandé, pour des raisons médico-légales, aux chirurgiens de faire des dissections pour savoir si les gens en particulier avaient été empoisonnés ou pas empoisonnés. Mais l'Église ne s'est pas opposée aux dissections. Mais c'était l'ensemble. Il y avait aussi autre chose. Il y avait la croyance catholique
de la résurrection de la chair. C'est-à-dire qu'on imaginait que si on vous enlevait un organe, ou pire un membre, et bien au moment de la résurrection de la chair, vous n'aurez plus votre compte d'abattis. Donc les gens n'étaient pas pour du tout ce genre de choses. C'est assez intéressant à analyser dans le haut Moyen-Âge. D'autres questions? Vous avez parlé de manière passionnante de la chirurgie et de la médecine en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de toute la chirurgie et de la médecine, notamment du monde arabo-andalou? Parce que là, ça fait... Vous voulez pas en parler Sur le bon bouton. Parce qu'on est parti là. Parce que madame me demande, elle me dit, vous avez parlé de la chirurgie et de la médecine dans le Moyen-Âge européen, mais vous n'avez pas parlé de ce qui se passait dans le monde arabe. Et je lui ai dit, là, vous avez vraiment touché le bon bouton, parce que c'est évidemment, c'est extraordinaire. Alors, je ne vais pas tout vous dire, tellement c'est riche. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Le monde occidental s'effondre, pour deux raisons. D'abord parce que la bibliothèque d'Alexandrie va brûler. Il y a quand même 700 000 rouleaux et bouquins dans la bibliothèque d'Alexandrie. Donc on peut considérer que toute une partie du savoir de l'Antiquité a été brûlée en même temps que la bibliothèque d'Alexandrie. Ce connard de César. D'autre part, l'Empire romain va s'écrouler, au bout de quelques siècles, mais va s'écrouler, avec toute la culture qu'il représentait quand même. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a un certain nombre l'Église commence à prendre du poids, et il y a un certain nombre de gens, notamment des Grecs, qui fuient leur pays, la Grèce, pour ne pas être pourchassés pour des raisons religieuses, en particulier à la suite d'un certain nombre de schismes, notamment les Nestoriens. Les Nestoriens s'en vont, ils s'en vont vers où? Vers l'Iran. Parmi eux, il y a beaucoup de médecins. Et ces médecins nestoriens viennent avec tous leurs documents, tous les papiers, et tous les livres, tous les rouleaux aussi, qui viennent de la haute antiquité. Et ils arrivent dans cet endroit où ils vont apprendre la langue locale, qui est le syriaque, et ils vont s'installer en Iran, finalement. Ils vont créer presque l'équivalent de CHU, avec des hôpitaux où on enseignait, comme à Kuala Lumpur, des endroits vraiment très, 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 très modernes. Et puis surtout arrivent des personnalités d'exception. Razès, le grand médecin de Bagdad, et puis surtout Ibn Sina, c'est-à-dire Avicenne. Avicenne, qui est un génie parmi les génies. Avicenne, je racontais tout à l'heure avec Philippe et des amis qui étaient présents, je racontais un petit peu qui est Avicenne. Avicenne, à 6 ans, il récite le Coran par cœur. Le surdoué total. Ensuite, on le met dans une bibliothèque du vizir du coin, il sait tous les livres par cœur. À 15 ans, on l'appelle Cheikh el-Khaïs, c'est-à-dire le seigneur des savants. Et sa vie, c'est un roman où il est pourchassé par les uns, il est mis vizir par les autres, il est mis en prison. Au contraire, on lui donne de l'argent. Enfin, c'est une vie absolument dingue. Et ça se passe uniquement en Iran, sa vie. Et il écrit. Il écrit en particulier 5 livres du canon, ce fameux canon de la médecine, qui va servir de référence à tous les médecins, non seulement arabes, mais aussi aux médecins occidentaux, après qu'il ait été traduit en latin. Et alors, pour vous dire 2 ou 3 choses de plus vivant sur Avicenne, eh bien, il avait un livre à lui qu'il aimait beaucoup, qui était un livre d'Hippocrate. Et le livre d'Hippocrate, il avait toujours sur lui. Il avait comme petit sac de dos, il était sans arrêt par moi et par vous. Il était avec son secrétaire qui l'accompagnait partout. Et il avait le livre d'Hippocrate sur le dos. Et un jour, le secrétaire est arrivé. Maître, on a volé votre livre. Alors, Avicenne, et puis il dit, mais ça fait rien, El Josani. C'est peut-être le nom du secrétaire. Je te le redicterai ce soir. Donc il est vraisemblable que le livre d'Hippocrate, on le connaisse par la mémoire d'Avicenne. Parce que sinon il a disparu. Autre petit détail, Avicenne était pourchassé par les Ottomans, les Turcs. Parce qu'ils ne voulaient pas travailler, ils ne voulaient pas des Turcs, ils ne voulaient pas aller
aller dans les cours des visiteurs qui ne voulaient pas y aller. Donc, les autres, le Kamal après, hein, c'est dead or alive, hein, vraiment. Il s'est échappé dans le désert. Puis il manque de crever de soif dans le désert et tout, et Josani raconte toute l'histoire, et puis finalement, on le récupère, il est pris, on le met en prison, une prison ottomane, et dans cette prison, il est à moitié mort, hein, pour tout dire. Il est complètement desséché, ce pauvre Avicenne. Et dans la prison, le directeur de la prison a un fils. Ce fils, il a 17-18 ans, et il est en train de mourir, parce qu'il ne peut plus respirer. Il a fait une maladie de la gorge, où il y a des membranes qui se sont mises, il ne peut plus respirer. Alors, et sachant qu'il y a parmi lui, le directeur lui dit, écoutez, je sais qui vous êtes le grand médecin, est-ce que vous pourriez examiner mon fils et me donner votre avis, bien que vous soyez mon prisonnier? Donc il l'emmène dans la chambre de son fils. Et alors Avicenne s'approche du fils, regarde, lui fait ouvrir la bouche, et là se retourne vers le père. Le père a son poignard pendu à la ceinture, se retourne vers le père, prend le poignard, se précipite vers le fils, et là, il lui ouvre la trachée. Il fait une trachéotomie parce qu'il est en train d'étouffer tellement les fausses membranes ont complètement bouché sa gorge. Alors bien sûr, les soldats qui accompagnaient sont prêts à le percer en deux, Avicenne, parce qu'ils pensent qu'ils veulent tuer le gamin. Pas du tout. Alors il met, en plus, il met un petit truc pour empêcher que ça se referme. Il prescrit au père des tas de petits suppositoires, en disant votre fils ne pourra plus manger, ne pourra plus parler pendant un certain temps, alors vous allez donner ça, ça et ça, et puis ça va se guérir le reste. Et le garçon, vous avez deviné peut-être, s'il s'appelle El Josani, c'est le jeune homme qui va devenir le secrétaire d'Avicenne et qui ne va jamais le quitter jusqu'à sa mort. Ok, d'autres questions? Eric, tu peux parler? Oui. Merci, ça donnera envie de faire médecine. Quelque chose qui me marque, on en a parlé un tout petit peu, on parle des Égyptiens. Les Égyptiens, ils enlèvent des viscères et des choses comme ça. Ils en ont pas profité pour essayer de connaître. Très bonne question. C'est vrai, c'est une vraie question. Il n'y a aucune civilisation qui n'a ouvert autant de corps morts que les Égyptiens. Ils n'en ont tiré aucune conclusion anatomique. Aucune. Aucune. C'est pas parce qu'ils étaient idiots, du tout. C'est parce qu'ils considéraient que c'était un acte. C'est-à-dire, ceux qui étaient chargés de vider les corps pour en faire des momies, c'était des esclaves. Les prêtres ne venaient jamais, ceux qui savaient un peu quelque chose ne venaient jamais. Et c'était des esclaves qui étaient très bien formés. Ils pouvaient vous enlever un cerveau par le nez, hein, et ils étaient capables de vous... Alors si, ils ont retenu quoi, que l'aorte, c'est comme le fleuve Nil. En plus, ils pensaient que c'était de l'air. Hein. Aorte, c'est de l'air. Hein, parce qu'à l'époque, on considérait, comme les corps avaient été vidés, que dans les artères, c'était de l'air qui s'y trouvait. La trachée artère. Hein. Donc, donc ils n'en tirent aucune conclusion. Je suis bien d'accord avec toi. C'est une perte absolument consciente. Parce que dans certains domaines, les Égyptiens sont très forts, notamment en cardiologie. Ils sont très très forts. Ils connaissent très très bien le cœur. Et en médecine cardiologique, ils sont bons. En médecine tout court, sociale, ils sont bons aussi. Mais là, en anatomie, c'est incroyable. C'était quelque chose qu'on considérait comme utile, à laisser aux esclaves, autrement dit, vider les corps pour le transformer en ce qui allait ressusciter, finalement, qui était la momie, hein, depuis la fameuse histoire, bien sûr, d'Isis et d'Osiris. Eh bien, et donc, on n'en a pas tiré de conclusion. Je suis bien d'accord avec toi. Il y a d'autres questions? Oui, vous parlez de la découverte de la circulation sanguine, du cœur, La circulation sanguine? Oh là là, on n'est pas sorti. Alors, on dit que pour inventer la circulation sanguine, Galien n'a rien compris de la circulation sanguine. Il pense que tout est dans le foie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ouvre un corps, une fois que le sang est parti, eh bien, l'aorte est vide, le cœur est vide, la seule glande qui contient du sang, c'est le foie. Puis c'est une grosse glande quand même. Et on est persuadé que le sang circule dans les veines
pas dans les artères, que là, les artères, au contraire, c'est de l'air qui s'y trouve. Donc, tout est faux. Et on le sait, bien sûr, on ne pense pas que le sang circule, on pense que le sang va vers les extrémités et s'échappe sous forme de transpiration. C'est ce que pense Galien. Et c'est ce que tout le monde croit pendant plus d'un millénaire. Et comme l'Église catholique a dit, c'est comme ça et c'est pas autrement, tout le monde dit Amen. Donc, et puis d'un seul coup, il y a un gars qui, dans un livre, nous sommes en 1553, il y a un gars qui, dans un livre, qui n'a rien à voir avec la médecine, qui s'appelle Restitution du christianisme, et qui met en 5 pages la circulation telle qu'elle est vraiment. D'où ça sort? Ce type, il s'appelle Michel Servet, le fameux Michel Servet, qui a été médecin, qui est médecin même, mais qui, bien entendu, ne fait plus de médecine depuis, en tout cas de recherche en médecine, de dissection, depuis très longtemps. Et il décrit les choses très correctement. Et d'où il sort ça? On ne sait pas. On ne sait pas. Si, on croit savoir maintenant un petit peu mieux. Il était obligé de retourner à Padoue à un certain moment pour passer son diplôme de docteur. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses études à Paris, avec Vézal d'ailleurs, il a fait ses études à Paris, et ses études à Paris, comme il faisait en même temps de l'astrologie, de la divination, il a été viré de la faculté. Donc il exerce la médecine depuis, sans avoir un diplôme. C'est pas bien quand même. Donc à un moment il dit quand même, je vais aller passer mon diplôme, et il va à Padoue. Et là, à Padoue, il y a une effervescence, il y a des textes qui viennent de revenir. Et il y a un certain Andrea Alpago, qui est un médecin de Padoue, qui a fait des traductions, qui a trouvé des textes incroyables au Moyen-Orient, parce qu'il a été médecin à Damas. Et parmi ces textes, il a trouvé un texte d'un certain Ibn Nafis, qui s'appelle Commentaire à propos du canon d'Avicenne. Et dans ce commentaire, alors on pourrait prendre des remarques, pas du tout. C'est un livre de médecine où un médecin qui vivait au XIIIe siècle, qui était ce monsieur Ibn Nafis, qui était un médecin égyptien, qui vivait au Caire, avait, sans doute en faisant lui-même des dissections et des vivisections, absolument décrit toute la petite circulation, disant que le sang revenait bien dans la veine cave, passait bien dans le ventricule droit, allait ensuite dans les poumons, s'oxygénait, revenait par les veines pulmonaires, dans l'oreillette gauche, dans le ventricule gauche, et ensuite passait dans la grande circulation. Autrement dit, il avait tout pigé, ce gars-là. Et s'il l'avait pigé 2 siècles avant ceux qui vont ensuite le décrire au XVIe siècle à Padoue, en particulier Colombo, et puis ensuite Harvey, qui va lui faire la synthèse de la circulation sanguine, en décrivant ensuite une grande circulation sanguine. Alors le livre de Harvey est formidable, parce que c'est une synthèse exceptionnelle, qui s'appelle De motu cordis et sanguinis in animalibus, donc des mouvements du sang et du cœur chez les animaux. Eh bien, il décrit le livre, vous pouvez le prendre avec 64 pages, c'est exactement, vous pouvez le prendre aujourd'hui, c'est exactement la circulation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ça se passe, disons, à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Donc c'est là qu'on connaît enfin. Et là, c'est qu'une chose qu'a pas vu ce pauvre Harvey. Il dit, donc les artères, eh bien, elles passent, elles deviennent de plus en plus petites, et elles passent dans les veines, mais je ne vois pas là où ça se passe. Il ne voit pas les capillaires. Et il fallait qu'il attende un tout petit peu. Il y a un certain Anthony van Leeuwenhoek, qui quelques années plus tard, eh bien, qui est drapier. Il est drapier à Delft. Il vit, il est copain avec Vermeer de Delft. Et il est drapier, lui. Et comme il est drapier, et qu'on lui ramène des tissus qui viennent des Indes, entre guillemets, il veut savoir s'il y a le bon nombre de fils dans les tissus. Donc il fabrique un petit appareil qui a un petit microscope, qui grossit 400 fois quand même. Et il regarde si les tissus sont bien, s'il y a assez de fils. Puis il s'aperçoit qu'il voit des trucs que personne n'a jamais vus. Qui s'appellent des animalcules, des petites bestioles. Et puis il se met à arrêter complètement d'être drapier. Il se met à décrire toutes les choses extrêmement petites qu'il a vues et qu'il montre à tout le monde. Et il en fait, bien sûr, sa vie entière devient les découvertes du monde microscopique. Et entre autres,
ils découvrent les capillaires. Ceux qui n'avaient pas vu, parce qu'ils ne pouvaient pas, Harvey, ils montrent le réseau capillaire qui d'artériel devient veineux. Donc la boucle est bouclée. Super. Peut-être, si c'était pas trop fatigué, parce que j'étais bien dépensé, on pourrait peut-être faire je sais pas du match avec tu pourrais nous parler de Semmelweis, cette série? Ah oui, les médecins oui. C'est une belle histoire. Semmelweis, c'est un accoucheur. Il est hongrois. Et il travaille à l'hôpital de Vienne, grand hôpital de Vienne, qui est très connu. Hein. On est au 19e siècle, moitié du 19e siècle, 1850. Et Semmelweis, il est accoucheur, et à une époque où accoucher à l'hôpital, c'était très très grave, très sérieux pour les femmes. Un grand nombre d'entre elles faisaient des infections à la suite des accouchements et en mouraient. C'est ce qu'on appelait la fièvre puerpérale. 30% mouraient. Énorme. Alors bien sûr, à l'hôpital, qui accouchait à l'hôpital du 19e siècle à Vienne? Les pauvres. Les riches, ils accouchaient chez elles, ils n'allaient pas à l'hôpital. Semmelweis, lui, alors, il était à la fois bien vu et pas bien vu. Alors, il faut que vous compreniez que le hongrois prononcé en allemand, ça donne un accent un peu paysan. Donc, il parlait, les Allemands, bon chic, bon genre, trouvaient que c'était un peu un pecno qui parlait, quoi. C'est important. Et il se met à réfléchir, il regarde ce que font les internes en particulier, il s'aperçoit qu'il y a deux services d'accouchement. Il y en a un qui forme les sages-femmes et l'autre qui forme les médecins. Ceux qui forment les sages-femmes, il n'y a pas autant d'infections puerpérales. C'est chez les médecins qu'il y a des infections puerpérales. Alors, quelle est la différence entre les deux? Les médecins, le matin, avant d'aller examiner les femmes, ils vont à la salle d'autopsie et ils vont examiner les femmes qui sont mortes dans la nuit. Nous sommes au 19e siècle. C'est à main nue qu'ils font ça. Il n'y a pas d'eau courante. Il y a un seau d'eau, éventuellement. Et puis, de toute façon, un médecin n'a jamais les mains sales. C'est bien connu. Donc, il s'aperçoit que ces médecins ne se rendent pas correctement laver les mains, après avoir disséqué les mortes, vont examiner les femmes et font les touchés vaginaux et ainsi de suite. Et donc, il dit, et si c'était ça, ces corpuscules de la mort qui étaient responsables de la fièvre puerpérale. Et il demande à tous les jeunes, aux internes, de se laver les mains. Alors, il fait des seaux d'eau avec de la chaux dedans, pour, dis-le bien entendu, pour qu'ils se lavent correctement les mains. Bon, d'abord, ils se foutent tous de sa gueule, ils disent, il arrête, et puis finalement, comme il est là, qui regarde, il se lave les mains, et évidemment, le taux d'infection puerpérale chute dans le service. Oui, celui qui n'est pas content, c'est le patron. Il s'appelle Klein, il est fou furieux. Il est fou furieux, Klein. Parce que il dit, mais on se fout de ma gueule dans tous les hôpitaux d'Europe. Il paraît que tu obliges, Ignace, tu obliges les internes à se laver les mains avant d'examiner les malades. Mais tu te fous de la gueule, personne ne fait ça. On a l'air ridicule. Et il le fiche à la porte. Et ce pauvre Semmelweis, ça se passe pas bien pour lui. Non, je pourrais vous raconter un peu plus longtemps, mais sa tête ne va pas très bien non plus, d'ailleurs, pour tout dire, et il va finir en hôpital psychiatrique, où finalement, il va mourir à la suite de mauvais traitements. Donc, il a un destin épouvantable, il a raison, il est le premier à avoir dit aux médecins qu'il fallait se laver les mains. On se fout de sa gueule, on le renvoie, et ça se termine mal pour lui, il finit par mourir, et dans un hôpital psychiatrique. Et personne ne l'aurait connu. Personne n'aurait connu l'histoire de Semmelweis si un jour un type qui revient de la guerre de 14 fait ses études de médecine très rapidement, en 3 ans, vous pouvez faire en 3 ans d'études de médecine, et demande un sujet de thèse à son patron, qui lui dit tiens, il y a un truc d'hygiène, fouille un peu, il y a des gens peut-être, et qui tombe sur l'histoire de Semmelweis, et il se met à l'écrire. Il écrit l'histoire de Semmelweis, et il découvre ce qu'a fait Semmelweis, et il en est lui-même profondément étonné.
Et cet homme, il va se faire connaître, non pas tellement comme médecin, mais il va se faire connaître ensuite comme un des plus grands écrivains français, puis il s'agit de Louis Ferdinand. Quand il écrit, il s'appelle Destouches. Mais en fait, il va devenir Louis-Ferdinand Céline. Céline, c'est le prénom de sa grand-mère. Alors, quelque part, j'avais fait dans un article la correspondance de Céline qui c'est grâce à Céline qu'on connaît Destouches. C'est grâce à Céline qu'on connaît Samuel Joyce. C'est ça qui est extraordinaire. Et le destin de Céline est pour ainsi dire un destin aussi horrible que celui, comme médecin en tout cas, que celui de Samuel Joyce, puisqu'il va certes écrire des grands bouquins, mais sur le plan médical, ça va être une catastrophe. Il va de catastrophe en catastrophe. Lisez Moracredi, c'est quelque chose qui est absolument terrible, et qu'en plus, ça dérive vers l'antisémitisme, vous la connaissez tous, et le fait qu'il va être au banc, en quelque sorte, du monde médical. Il n'empêche que cette fameuse thèse, parce qu'il a très soutenu cette thèse sur Samuel Joyce, a été à la faculté de médecine la thèse la plus demandée pendant des années et des années. Maintenant, elle est publiée. Alors, vous voir tout de suite, dans cette thèse, il n'y a rien qui évoque le voyage au bout de la nuit. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun génie. C'est vraiment une thèse d'étudiant bien faite, je reconnais, je l'ai lu évidemment. Bien faite, mais sans aucun génie. Ça n'a rien à voir avec le grand Céline, qui est quand même un des plus grands écrivains du XXe siècle. Je crois que le titre, c'est Mea culpa en la thèse publiée. Ok, une dernière question. Oui, vous pouvez me parler. Oui, monsieur, puis je vous passe la parole tout de suite après. Allez-y, parlez fort, s'il vous plaît. Vous me posez une bonne question, un peu de colle. Je ne connais pas comment l'histoire de la médecine du sport. Comme quoi on ne connaît pas tout. Je ne connais pas l'histoire de la médecine du sport. Non. Mais ça serait sûrement un sujet intéressant. Bon, soyons clairs, hein, ça s'est passé au XXe siècle et de façon relativement récente. Mais comment les détails, comment ça s'est passé, je dois avouer que je ne peux pas vous répondre. Moi, ce serait sur le début de la psychiatrie. Ok. Quelle histoire. Il s'appelait Pinel, Philippe Pinel. Philippe Pinel, c'est l'homme des Lumières. Hein. On est au XVIIIe siècle, la Révolution française vient de commencer. Et il s'intéresse à ceux qu'il va appeler les aliénés. Pourquoi les aliénés? Parce que dans l'Ancien Régime, tout était fait pour que les gens, considérés comme entre guillemets fous, on leur prenne tout. Ils ont perdu la boule, d'accord, mais on leur prenait aussi leur bien, ils n'avaient plus aucun droit civique, ils n'avaient plus aucun droit, on les enfermait, on les enchaînait. Quand ils étaient agressifs, on les enchaînait. Et ils étaient mis hors de la société. Et Pinel, grand homme des Lumières, dit il y a toujours quelque chose que l'on peut rattraper, même chez celui qui semble le plus fou. Il y a sans doute quelque chose qu'on peut rattraper si on s'occupe de lui et si on le libère de ses chaînes. Et avec son surveillant général à l'hôpital Bicêtre, eh bien, qui s'appelait Pussin, Jean-Baptiste Pussin, il décide d'enlever les chaînes des aliénés qui étaient maintenus, enchaînés dans les, ce qu'on appelait à l'époque, pas les asiles, les hôpitaux psychiatriques de l'époque. Ça n'existait pas non plus, dans les hôpitaux de l'époque. Et donc, on est en pleine Révolution française. Et il décide d'enlever les chaînes. Et il y a cette scène formidable, qui est d'ailleurs le grand tableau qui se trouve à l'Académie de médecine, où on voit Pinel, magnifique, demandant à Pussin, avec sa petite clé, d'enlever les chaînes des gens, et ces gens, au lieu de se précipiter comme des fous sur le contraire, se mettent à pleurer et le remercient. Et qui passe par là? Le fameux Couthon, le Couthon de Robespierre, celui qui a fait la grande loi sur la terreur, en disant, à partir du moment où on suspecte quelqu'un
d'être anti-révolutionnaire, eh bien, c'est comme s'il l'était, et il faut le décapiter. Enfin, tout le monde avait peur de ce type-là. En plus, il était paralytique, il était dans un petit fauteuil, et il avait très peur qu'il y ait des gens dangereux, justement chez les aliénés. Et il va voir Pinel. Et Pinel explique, il fait une petite leçon, là, quand même, c'est pas mal. Il fait une petite leçon, il dit, mais enfin, écoute, citoyen, ces gens-là sont comme tous les citoyens, ils ont besoin de liberté pour s'exprimer. Tu ne peux pas les laisser enchaîner. On va les laisser libres et on va pouvoir, comme ça, les guérir. Toi, comme eux, ils ont besoin d'air et de liberté. Alors, écoutons, la liberté, il n'osait pas trop discuter. Et il lui dit, or ça, citoyen médecin-chef, n'es-tu pas fou toi-même de libérer des animaux comme cela? En tout cas, tu seras responsable devant le comité de salut public de tes actes. Et ils sont là. Et donc, c'est l'acte fondateur de la psychiatrie. Parce que cette histoire a été reprise par l'élève de Pinel, qui s'appelle Esquirol, qui a fait la loi, c'est lui qui a fait les asiles. Parce que le mot asile, actuellement, ça a une connotation un peu négative. Mais au départ, c'était des endroits qui ont été construits exprès dans chaque département pour mettre justement les malades mentaux de façon à ce qu'ils soient protégés. C'était des asiles au sens d'accueil. Et ça a été fait par Esquirol et par les fils de Pinel. Et Esquirol, eh bien, va vraiment, lui, avec un livre formidable hein, sur la psychiatrie, va créer finalement la psychiatrie moderne. Alors tout ça, vous me parliez, pardon, de la naissance de la psychiatrie. C'est l'acte de naissance de la psychiatrie. Il n'y a qu'un défaut, c'est que ce que je viens de vous raconter, c'est totalement faux. Ça n'a jamais existé. Simplement, des gens qui avaient intérêt à créer une psychiatrie ont inventé cette histoire de fumée. Et y compris les grands penseurs du XXe siècle qui ont répété cette histoire en sachant qu'elle était fausse, tellement elle était importante pour créer le mythe de la médecine psychiatrique. C'était vraiment absolument super. En dehors de très instructif, aussi très drôle et très. Merci à tous et bonne soirée. Pauline Gallet-Brevet, Les Échappés, qui ont les livres de Jean-Yves. J'espère qu'on a acheté ceux qui nous avaient recommandés et Jean-Yves pourra vous les dédicacer si vous le souhaitez. Et voilà. Donc merci beaucoup. Je vous rappelle que la prochaine conférence aura lieu très bientôt, en fait, le 16 mai, et ça sera Cédric Villani, qui, vous le savez sans doute, est un mathématicien, plus connu comme homme politique, puisqu'il a été député de l'Essonne, qui viendra nous parler de mathématiques et de Formidable. Je pense, j'arrive pas à avoir un titre. Il répond pas à mes textos. Il m'a répondu pour dire qu'il venait, qu'il sera à l'heure et tout, mais maintenant pour avoir un titre, dès qu'on l'aura, on vous tiendra au courant. Mais il fait des conférences absolument, en effet, magnifiques. Peut-être moins d'anecdotes. Et la dernière conférence de ce semestre, de l'année, ça sera Delphine Papin, qui est la chef infographiste du Monde, qui est docteur en géopolitique et géographe, et qui viendra nous parler de géopolitique avec les cartes. Elle a écrit un très bel atlas sur le rôle des frontières, et je pense que ce sera, son livre est somptueux, et je pense que ce sera vraiment intéressant. Et puis pour la rentrée, comme je vous ai dit, pour le moment on n'a pas encore de conférence prévue, mais on a prévu une journée et demie entière sur un rendez-vous des sciences et des philosophies où il y aura
une conférence un peu plénière. En principe, Étienne Klein a dit qu'il serait d'accord pour venir nous parler de sciences et de philosophie, parce que je trouve que c'est important de faire parler les deux disciplines. Et le lendemain, donc on a pris comme thème la santé, et donc le lendemain, il y aura 2 demi-journées. Avec chaque demi-journée, il y aura une conférence et puis un débat avec 4 ou 5 intervenants qui sont de sciences humaines et de sciences plus dures. Il y aura des historiens, des philosophes, des médecins, des biologistes, etc. Et il y aura donc 2 débats et 2 conférences. Ce sera le samedi 21 octobre. Et puis, j'ai tout à fait accordé son soutien. Je le remercie infiniment de son soutien. Et puis, in fine, je voudrais remercier le public qui vient, nombreux, chaleureux, curieux. Je vous remercie beaucoup. Je veux remercier le théâtre, en particulier Guillaume, le régisseur, et puis toute l'équipe de la bibliothèque qui, à chaque fois, organise, discute, passe beaucoup de temps à s'en occuper. Donc l'équipe de Gwenaël, Grégory, Isabelle, Ludwig, et puis aussi, je remercie Pauline qui s'occupe des livres et qui vient ici à chaque fois. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère qu'on se verra nombreux avec Cédric Villani.